Bonjour Mishka. Coucou Lilou. Un bonheur de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, merci. Merci à toi. Je sais que tu rencontres quelques difficultés de temps en temps de tremblements et que tu as cette maladie, tu es en quête de guérison. Toute ta vie d'ailleurs, c'est une grande quête que tu as menée, tu as découvert de nombreuses choses, tu es pionnière du bio, pionnière du chanvre on peut dire, tu as combattu, tu as un peu l'hérégie quand même, hein, tu as combattu pour que ça devienne légal partout, notamment dans les Pays-Bas, tu as énormément contribué, on te connaît. Et tu retraces ici ton histoire qui est absolument passionnante et hyper inspirante, comme toute personne d'ailleurs qui est sur son chemin de vie, qui suit son cœur et qui suit cet élan. Donc il y a beaucoup à apprendre de toi Mishka, et pour t'avoir croisé de nombreuses fois et de voir ta lumière briller tout le temps, c'est un bonheur ici de pouvoir t'interviewer et de pouvoir diffuser ça au plus grand nombre à l'international, parce que tu es très connu, même voire plus connu à l'international. Ton livre aux éditions Mama, bien sûr, puisque tu es on va dire, avec Tigrane, tu as créé les éditions Mama, qui comptent presque une centaine de livres, je crois. La grande dame du cannabis se dévoile. Nous allons parler ganja. Attention, un sujet qui est bien sûr tabou, mais comme tu le sais, j'aime les sujets qui sont tabous parce que c'est là où il y a des vérités qui éclatent, bien au-delà juste de l'herbe, de cette verte, de la ganja, de la marijuana. Quelle est ta position, Mishka? J'ai beaucoup de questions pour toi, bien sûr, mais quand on parle comme ça cannabis, quelle est ta position toi-même sur le cannabis? Là, en ce moment, tu as 70 et quelques années, 75? 76. 76, les années avancent. Tu fumes encore toujours, tu as fumé toute ta vie. Quelle est ta position? Ma position à l'heure actuelle, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de transmettre mon expérience pour un peu couper court ou transcender tout ce que les spécialistes peuvent dire sur le sujet. Ouais. Spécialistes entre guillemets, parce que les spécialistes sont toujours d'un bord ou d'un autre. Moi, je parle de mon expérience, c'est ça qui m'intéresse à l'heure actuelle. Après avoir été longtemps considérée comme une spécialiste moi-même, ça m'intéresse plus du tout cet aspect-là des choses. Ouais. Ce qui reste, c'est de transmettre mon expérience en toute transparence. Ouais. Sans retenue, tu dévoiles énormément dans ce livre-là. Je veux dire, c'est pas légal en France aujourd'hui le cannabis, c'est légal. D'ailleurs, tu passes beaucoup de ton temps sur la côte ouest des États-Unis. Là, que ce soit dans les Pays-Bas ou aux États-Unis, depuis une vingtaine d'années, c'est déjà quand même, on va dire, utilisé médicalement ou même légalement, c'est officialisé. Donc, ça doit te paraître incroyable qu'en France, on est encore on en est là où on en est. Ça me paraît incroyable. Pour revenir à ta question d'avant, ce qui m'intéresse, c'est le parler vrai sur le sujet. C'est ça que je veux dire à propos de parler de mon expérience. Ouais. Et le parler vrai, on ne l'a pas en France, et pour cause, il y a encore une loi, la loi qui règne en France, qui sévit, je devrais dire, depuis 1970, prévoit la prison pour quiconque oserait présenter le cannabis sous un jour favorable. Mmh. C'est pour ça que tu entends, c'est pour ça que ça reste tellement tabou et que tu entends personne parler de leur expérience réelle. Mmh. Donc c'est ce vide-là que j'ai envie de combler. Ouais. Et quand tu parles d'expérience réelle, quelle est ton expérience justement du cannabis? On voit que tu en parles dans une dimension sacrée même. Ah oui, la vie est meilleure si elle est sacrée. Ouais. Elle est sacrée par nature. Oui. Qu'est-ce qui fait que le cannabis pour toi a apporté cette dimension sacrée, et on sent même que c'est même pour toi, ça a été un outil de guérison et de libération? Pour moi, ça fait partie de mon cheminement personnel. Et mon cheminement personnel, depuis des années maintenant, si ce n'est des décennies, c'est une espèce de pratique de chaque instant pour me situer au niveau vibratoire le plus élevé possible. Quand tu parles niveau vibratoire, comment tu le mets en mots? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à un niveau vibratoire élevé, pour qu'on puisse tous à peu près voir à peu près? On se sent bien, on a un sentiment d'ouverture, on a l'impression d'être à la bonne place au bon moment, et il ne vous arrive que des bonnes choses. Ouais. D'ailleurs, quand on parle bonnes choses, ça me rappelle ce que j'ai lu dans le livre où tu dis
c'est ni bon ni mauvais en fait le cannabis, tout dépend de son usage. Tout dépend de son usage et puis on est tous différents les uns des autres. Il y a des gens, moi c'est vraiment une plante amie, pour moi c'est une alliée depuis des années, depuis très longtemps, depuis bientôt 50 ans. Il y a des gens à qui ça convient pas du tout, il faut vraiment être attentif au message intérieur. C'est ça l'histoire en fait, c'est à l'intérieur que se trouvent toutes les réponses. Ouais, C'est vers l'intérieur qu'il faut aller. ouais. C'est en allant vers l'intérieur qu'on peut prendre son envol. Ouais. Surtout avec ta maladie, les tremblements, tout ça, je suppose que cette force intérieure est d'autant plus importante, ce rayonnement, ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu as dû quand même avoir beaucoup de courage de lâcher prise, là, pour vivre avec ça. Qu'est-ce que... Cette maladie, comme tu l'appelles, moi j'ai horreur de ce mot-là, je dis mes symptômes. Ouais, Pour le fond, c'est pareil. Les tremblements, en tout cas, que j'ai de temps en temps, comme maintenant, une crise de tremblement qui peut être plus ou moins forte, qui est parfois très forte. Et ça peut m'arriver à n'importe quel instant, quoi que je sois en train de faire, comme par exemple une interview. ouais. Comme par hasard, d'ailleurs, ou sur scène, ou... Et donc, ça a été et ça demeure une école de lâcher prise fantastique. Il y a qu'à s'incliner, il y a qu'à accepter, c'est tout ce que tu peux faire, et c'est seulement si tu acceptes, tu t'inclines, que tu peux continuer à être bien à l'intérieur. Ouais. Alors tu as essayé plein de choses pour aller au-delà de ça, pour guérir, on va dire. Tu as été à l'autre bout du monde, tu as été voir Jean de Dieu, tu as essayé au Pérou, enfin tu as bougé dans le monde entier, essayé de nombreuses ganjas, on va dire. J'ai, Aussi. oui, j'ai été en Inde pour la médecine ayurvédique à plusieurs reprises pendant assez longtemps. J'avais jamais été en Inde, j'aurais pas découvert l'Inde sans ces symptômes qui m'y ont encouragé. Mm. J'étais au Brésil deux fois chez Jean de Dieu et c'était une expérience extra pour moi. L'Inde aussi d'ailleurs. J'ai été au Pérou prendre de l'ayahuasca. Ouais, Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai vraiment beaucoup voyagé. C'était une bonne excuse pour voyager en fait. ouais. Et, et pour ce genre de symptômes, c'est-à-dire les tremblements comme j'en ai parfois, il se trouve que le cannabis peut être un soutien médical. Il peut améliorer cette condition-là. Pour moi, c'est pas le cas. C'est c'est pas euh, c'est pas un soutien médical que je cherche auprès de l'herbe. C'est quelque chose de beaucoup plus général et beaucoup plus vaste qui a à voir avec la personne entière. On sent qu'il y a pas la médecine traditionnelle, tu l'as quand même mis de côté. Je dis depuis 40 ans, tu te soignes J'ai tourné, naturellement. j'ai tourné le dos à la médecine orthodoxe, traditionnelle, je ne sais pas comment il faut l'appeler, spontanément, sachant que la réponse était pas là pour moi. Et d'ailleurs, la médecine traditionnelle n'a pas de solution pour guérir cette situation. Mais pour calmer, pour apaiser, ou à un moment tu as quand même fait appel à... Oui, je prends des petites pilules tous les jours qui m'ont changé la vie. Effectivement, j'avais des difficultés de mouvement qui sont beaucoup, Hmm. qui maintenant ne sont plus. Qu'est-ce que, on revient sur le sujet principal quand même qui est le cannabis. Qu'est-ce que quand on t'a demandé de créer une variété une graine, enfin de créer une variété de cannabis à ton nom, la Mishka, c'était une demande qui venait des Pays-Bas, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après une grande banque de semences. Qu'est-ce que ça t'a fait? Donc, ils m'ont proposé, pour m'honorer en quelque sorte, de donner mon nom à une nouvelle variété d'herbe. Ouais. Je me suis sentie assez honorée et en même temps, je voulais être sûre que ce soit une variété que j'aime avant de donner mon accord, parce que de même qu'on peut dire du vin et on ne sait pas si on parle d'un grand cru ou D'une enfin bref, piquette? d'une piquette horrible. Et donc, il y a des variétés d'herbes qui me conviennent pas et que j'aime pas. Et il y en a que j'adore. Donc, j'ai dit avant toute chose que je voulais l'essayer. Et quand je l'ai essayé, j'étais super contente et j'ai dit oui. Il y a des variétés comme ça que tu préfères dans le... Je suppose que il y a énormément de variétés et que même au fil des années,
il y a peut-être eu quelques corruptions ou, je veux dire, des façons dont l'herbe a été coupée qui sont peut-être moins pures et originelles que ce que toi, tu as connu dans le temps? Oui, c'est une vaste question, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que en gros, bien que tout, bon, fondamentalement, il y a au moins deux types d'herbes. L'un, c'est les variétés indica, qui sont plus calmantes sur le plan physique, qui sont plus, on s'enfonce dans le canapé. Et puis il y a les variétés sativa, qui sont celles que j'aime, qui sont au contraire beaucoup plus stimulantes, qui stimulent l'imaginaire, qui emmènent qui peuvent emmener Dans des niveaux de conscience supérieurs? différents en tout cas, et donc moi celle que j'aime c'est les variétés sativa, et en particulier une sous-famille dans les sativa qui s'appelle les Haze, H-A-Z-E. Ouais. Et donc la variété à laquelle on a proposé de donner mon nom et j'ai accepté, c'est donc la Mishka. C'est une Haze justement. Et au fur et à mesure des années, pour en revenir à ça, tu as vu l'évolution je veux dire, de la manière dont, je suppose que ça a énormément évolué entre le moment où tu as commencé et maintenant. Il doit y avoir des pratiques, comme tu disais, il y a des bonnes et mauvaises herbes aussi. Quand j'ai commencé à fumer, l'herbe venait d'abord des pays pauvres. Moi j'étais au Canada quand j'ai commencé à fumer sur le côté ouest, en Colombie-Britannique. Et donc l'herbe venait du Mexique ou de Colombie. Donc c'était des variétés très sativa justement, très stimulantes. Et entre ce temps-là et maintenant, c'est-à-dire entre presque 50 ans, la situation s'est totalement transformée puisque la quasi-totalité de l'herbe que l'on fume maintenant dans les pays riches, dans les pays du Nord, sont fabriquées dans ces pays eux-mêmes. Donc ce sont les Occidentaux qui cultivent de l'herbe maintenant, et donc évidemment ils s'y prennent pas comme s'y prenaient les Colombiens ou les Mexicains. Et comme en plus on est dans des pays où elle est interdite, tout ça a contribué à ce qu'on la fasse pousser en intérieur, c'est-à-dire là où elle est à l'abri des regards, et là où on peut manipuler le climat artificiellement comme on veut, en rajoutant des lampes. Donc ça la change. Ça a aussi eu pour effet que nos principes de rentabilité sont entrés en ligne de compte, et donc de plus en plus les producteurs cultivent des variétés à cycle court de façon à faire plusieurs récoltes dans une année, plutôt que de se concentrer sur tel ou tel type d'effet comme je souhaiterais qu'ils le fassent, pour la plupart d'entre eux. Donc il y a quelques corruptions forcément. Le gain, c'est énorme, je veux dire, en quantité de revenus. J'appellerais pas ça des corruptions, mais ce que je dirais, c'est que on a beaucoup plus de difficultés à avoir accès maintenant aux variétés que l'on pouvait fumer quand j'ai commencé à fumer et que j'adorais. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui me font des petits cadeaux que j'apprécie beaucoup et qui connaissent mes goûts, donc j'ai pas à me plaindre. Ouais. Mais c'est comme toute plante, que ce soit la tomate ou des anciennes variétés ou autres, ces graines, je suppose, sont coupées, modifiées, génétiquement modifiées, et ne sont plus ce que c'était, et il y a des personnes qui les conservent bien. Génétiquement modifié, c'est un terme qui est un peu ambigu parce que ça fait penser aux OGM, alors que ce dont il s'agit, c'est uniquement de croisement à l'ancienne, on marie. Parce que le cannabis, il y a les plantes mâles et les plantes femelles. D'accord. On prend tel mâle et telle femelle, dont on aime les effets, par exemple, ou qu'on apprécie parce que leur cycle est court, ou pour toute autre raison, et on les marie ensemble. Et c'est comme ça que on peut appeler ça c'est de fait une modification génétique, mais tout à fait à l'ancienne et irréprochable dans son principe. Et c'est bien les femelles qui produisent? C'est les femelles qui font les fleurs, et c'est les fleurs que l'on consomme. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais te demander par rapport au chemin, pour en revenir au chemin spirituel, parce que pas tout le monde l'utilise dans ce sens-là. Je veux dire, toi, tu
En quoi ça aide et ça ouvre l'éveil ou la conscience? Est-ce que c'est pas juste à un moment qu'on a cette sensation d'être dans cette ouverture et puis une fois que les effets ne sont plus là, il y a quelque chose qui manque pour y accéder ou est-ce qu'au contraire on y accède après beaucoup plus facilement? Toute la démarche de fait, c'est de tenter d'y accéder quand on l'a pas. Et le piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de penser, il faut se souvenir que l'herbe, c'est un moyen d'aller quelque part. Ça n'est pas le but en soi. Ouais. C'est le vaisseau. Il faut pas confondre le vaisseau et la destination. Mm. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je l'ai vu autour de moi, certaines personnes qui sur des années, en ont consommé, ont rapidement ce réflexe d'aller vers ça quand il y a un souci, un problème, pour calmer, apaiser, se retrouver dans un niveau de sérénité, on veut dire, et d'apaisement. Euh, est-ce que des fois il n'y a pas aussi ce piège-là de ne pas aller chercher vraiment la cause, la racine là aussi, et que ça peut servir simplement d'échappatoire? Ça peut, bien entendu. Ça peut. Maintenant, le réflexe de se tourner vers ce qui nous fait du bien, que ce soit un verre de vin ou un café ou un joint, c'est finalement un peu pareil. Ouais. Et pour toi, parce qu'on sent que c'est très fort quand tu dis que tu souhaites affirmer que c'est possible d'aimer l'herbe et d'être une bonne personne. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on consomme de l'herbe qu'on est tout de suite dans une catégorie. On sent que c'est fort dans ton livre, chez toi, le message que tu veux faire passer en ce sens-là. Ben, en dehors de l'interdiction légale, il y a eu deux concerts avec l'interdiction légale. Il y a eu une stigmatisation des fumeurs d'herbe ou de hashish. Et on en a donné une certaine image. En gros, c'est des gens pas sérieux sur lesquels on peut pas compter. C'est l'image qu'on en a donnée. Ça fait partie, de façon subtile, de la campagne gouvernementale qui a, qui s'est un peu calmée, mais qui a été très féroce dans les années 90 en particulier. Ouais. Et les choses sont plutôt plus cool à ce niveau-là en France parce que qu'elle ne l'était à l'époque, parce que la France ne peut pas se situer à l'extérieur du reste, elle ne peut pas être complètement en dehors de ce qui se passe dans le monde. Et partout dans le monde, il y a tous les jours des pays qui légalisent le médical. Il y a de plus en plus de pays comme le Canada ou l'Uruguay ou des pays, surtout le Canada, je pense que c'est ça qui a l'image de sérieux qu'ils aient légalisé l'herbe. Ça ne peut pas ne pas avoir des effets seconds dans d'autres pays comme la France. Ouais. Et en France, on en est où alors par rapport à... Je suppose qu'on étudie et on regarde aussi les effets sur des pays et des États qui ouvrent l'herbe. La France a décidé de se positionner sur le thérapeutique. Alors, au lieu de se plonger dans les milliers d'études qui ont été faites, au lieu de regarder ce qui s'est passé dans les autres pays, ils ont décidé qu'ils allaient faire leurs propres tests. Ils se sont donné 2 ans pour le faire. Donc, je pense qu'en fait, ça leur donne 2 ans pour réfléchir un peu plus, pour repousser la question. Ça avance pas très vite, quoi, comme d'autres sujets ici. Ça avance pas très vite. Pas assez vite. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Enfin, je veux dire, en écrivant un tel livre, c'est osé. Qu'est-ce que tu aimerais voir de ton vivant? Ce que j'aimerais voir, mais ça me paraît très improbable, c'est que il y a un modèle que j'aime bien. On parle du modèle de la tomate. Il se trouve que la tomate, il y a beaucoup de gens qui adorent les tomates d'un amour qui n'ont pas pour aucun autre fruit et légume. Il y a vraiment un trait très particulier avec les tomates. Et donc, c'est le légume le plus cultivé par les particuliers, très cultivé aussi par commercialement. Et tout le monde a le droit d'acheter, tout le monde a le droit d'en cultiver, tout le monde a le droit d'en consommer. Et tout va très bien comme ça. C'est ça le modèle, moi, qui me plaît. Je me rends compte que c'est un peu utopiste dans l'état actuel des choses.
Et quelles sont les étapes alors pour en arriver là? Si on n'avait pas eu si les gouvernements n'avaient pas mis en place une prohibition, les choses auraient été simples, il suffisait de continuer à laisser aller les choses comme elles étaient. Et comme on a mis en place une prohibition qui a entraîné toutes sortes d'effets seconds indésirables, c'est maintenant très compliqué de ramener une situation saine. Mais on est en plein dans des changements de conscience. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être recréées, réinventées. Donc, on pourrait imaginer que là aussi, certaines personnes, certains groupes de personnes, certaines choses vont se faire et sont possibles. Oui, je pense que la question, c'est pas est-ce que l'herbe est-ce que le cannabis va être légalisé? La question, c'est comment il va l'être et quand. Ouais, À mon sens, il ne peut pas ne pas l'être. Ne serait-ce que parce qu'il y a trop de gens qui en consomment. C'est un peu comme l'avortement qui était interdit, qui était totalement tabou, jusqu'au moment où trop de gens y ont eu recours de façon clandestine et la loi a changé. Je pense que c'est toujours un peu la même histoire. C'est vain d'attendre que les politiques changent les lois. Ce qui change les lois, c'est les changements profonds dans la société et ça se manifeste dans un changement de loi. Le changement de loi vient en deuxième, pas en premier. ouais. Parce que là, même au niveau des taxes ou de ce que l'État récolterait, c'est assez énorme. C'est énorme et ils finissent par s'en rendre compte. Il y a un des États américains, je crois, je ne sais plus lequel c'est pas l'Arizona. Il y a un État américain qui a eu tellement de rentrées, L'Oregon, peut-être. L'Oregon, non? pas sur la côte, c'est plus à l'intérieur. D'accord. Montana, je sais plus. Où il y a eu, c'est peut-être l'Arizona après tout, mais en tout cas, ils ont rentré tellement d'argent en taxes légales sur les ventes d'herbes depuis qu'ils ont légalisé qu'ils ont dû, écoute bien, redistribuer une partie des impôts aux citoyens. Et ça laisse songeur. Ouais. Et si elle avait je veux dire, un message, je pense notamment à Laurent Hugeli qui est l'ambassadeur de la forêt et qui a reçu des messages. Je veux dire, quel est son langage ou qu'est-ce qu'elle communique cette plante? Je veux dire, son tempérament, tu vois, qui est-elle? Je, Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un esprit de l'herbe, qui fait partie de ces plantes qui ont un esprit, et que l'esprit de l'herbe et moi, on est alliés en quelque sorte. Je lui fais du bien et elle me fait du bien. Une des façons dont elle me fait du bien, c'est que quand j'ai une question je vais dire qui me taraude, mais c'est un peu violent. Enfin bref, quand j'ai une question en tête, je vais m'asseoir, fumer un peu de bonne herbe. Je fume toujours de l'herbe pure, sans tabac, c'est important. C'est ce que j'ai lu, ouais, t'es assez puriste, ouais, là. Si tu mélanges l'herbe et le tabac, tu sais, ça complique le rapport que tu as avec l'un comme avec l'autre, le tabac étant très addictif comme on sait. Eh oui. Donc, ce que je disais, c'est que si je cherche la réponse à une question, je vais m'asseoir tranquillement, je vais fumer une ou deux tapes de bonne herbe et je vais partir là où l'herbe m'emmène et je vais avoir des bons conseils. C'est de cet ordre-là pour moi. Est-ce que tu les notes, ces conseils, à ce moment-là, ou tu t'en souviens, ça te touche tellement profondément cellulairement qu'on peut parler de révélation, enfin, en tous les cas, que ça reste et il y a une transformation, certaines fois, qui va après rester, tu vois. C'est pas mental. Les deux, en général, c'est quand même bien de prendre des notes parce qu'on a tendance à passer à autre chose après. Donc, en général, je prends des notes et des fois, j'en prends pas et après, je regrette de pas en avoir pris. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui se passe dans ces moments-là. Oui, c'est parfois très riche et très. Et oui, une chose emmène à une autre et c'est ça. Est-ce que c'est un état de conscience qui est addictif ou pas? Moi, je suis pas une personnalité addictive. Donc, moi, c'est pas une question qui m'interpelle personnellement. Donc, oui, il y a un potentiel faiblement addictif, mais pas plus que le café, je dirais.
Certaines personnes ont peur que ça les amène à une autre drogue, ou des parents qui voient leur enfant, leur adolescent ou autre commencer à fumer, qui ont peur que ça les emmène vers d'autres drogues. Qu'est-ce que tu dis? Oui, ça a largement fait partie de la propagande des années il y a très longtemps. Et en fait, ça tient, dans la mesure où ça se passerait, c'est-à-dire assez faiblement, ça tient au fait que les uns et les autres sont interdits, ce qui les met dans une même catégorie, semble les mettre dans une même catégorie. C'est la prohibition qui entraîne ce phénomène, si tant est qu'il existe. Ouais. Hmm. Donc il y a une, comment dire, une liberté d'être qui est là. Je veux dire, cette plante, elle est, si on pouvait, j'en reviens sur ma question de tout à l'heure, si on pouvait lui donner une forme de personnalité ou la décrire, tout comme une dame, tout comme on te décrirait, comment tu la décrirais? Ou est-ce qu'elle est à chaque fois différente en fonction de sa variété? Pour moi, en tout cas, l'herbe que j'aime, elle est joyeuse, elle est, elle est perspicace, elle est créative, c'est déjà pas mal. Ouais. Elle peut être rebelle aussi, hein. Ça t'a emmené à aller dans les tribunaux, dans les années 90, non, à montrer un petit peu, à être dans le C'est pas, devant de la scène. c'est pas elle qui est rebelle, c'est moi. Ah, Elle, je pense que c'est difficile de faire un portrait de l'herbe parce que tout dépend de qui la consomme. et oui. Elle exacerbe qui tu es. C'est un potentialisateur Hmm. pour les gens auxquels elle convient, puisque encore une fois, ça convient pas à tout le monde. Ouais. Et on peut trouver ça dérangeant à certains moments de la vie, justement, qu'elle ne nous convient pas en fonction des personnes qu'on côtoie qui eux-mêmes consomment. Je suis pas sûre de comprendre ta question. C'est-à-dire que certaines personnes, justement, certains jeunes qui commenceraient, vont pouvoir avoir peut-être certaines des difficultés par rapport à cette consommation. C'est quelque chose qui ne leur va pas et pourtant ils souhaiteraient parce que ça les inclut dans un cercle. Il y a ce côté à un moment donné, en grandissant, où on a envie d'être comme les autres. Oui, ça c'est la Mais difficulté. là, ça ne nous va pas. Donc c'est quand même des passages là compliqués, tout comme la cigarette, l'alcool ou d'autres choses qu'on tente. Oui, c'est la difficulté de bien choisir ses amis. Ouais. Et de cette difficulté qui peut être là, je veux dire, comme tu dis, ça peut démultiplier certains aspects, certaines parts qui sont, je veux dire, certaines personnes vont être paranoïaques, d'autres, enfin, vont entendre des voix, vont entendre des choses, vont se sentir encore plus jugées, ou il y a cette distorsion, pas cette distorsion, mais comme tu dis, c'est un amplificateur qui peut être perturbant aussi à certaines étapes de nos vies. Oui, bien sûr. En tout cas, par rapport au côté potentialisateur, il y a un exemple que je trouve très parlant. C'est pendant la guerre du Vietnam, pour les GI qui ont fumé de l'herbe, ça les démotivait totalement pour faire la guerre. En revanche, les Viet Cong qui fumaient, ça les motivait encore plus pour foutre la peignée aux Américains. Hmm. Donc c'est un effet totalement différent d'un cas ou dans l'autre parce que ça vient dans un cadre différent, une personne différente. Hmm. Potentialise, ça potentialise qui tu es. Ouais. Donc je suppose qu'il y a des techniques parallèles, complémentaires, des choses aussi à faire pour progresser et être sur ce chemin. C'est un chemin. Est-ce qu'il y a là aussi dans cette quête de guérison multiple, que ce soit physique ou psychologique, émotionnelle par rapport à des blessures ou autres, comme elle va révéler certaines choses, il y a forcément, peut-être as-tu des conseils sur d'autres choses qui sont complémentaires ou qui permettent d'aider. Pour ce qui est du bon usage de l'herbe, j'irais ne pas faire en sorte, d'abord, la fumée pure, faire en sorte que ça ne devienne pas une habitude, parce que quand on prend une habitude, c'est l'habitude qui mène, c'est pas le désir profond. Mm. Que ça ne devienne pas une habitude, donc ça veut dire, dans l'idéal, en tout cas pas un usage quotidien.
Ça veut dire quand on s'apprête à fumer, poser une intention sur le geste. Ouais. Dans quel but est-ce qu'on va absorber cette fumée? Ouais, l'intention, là, on y revient. Bah oui, forcément. Toujours fondamental. Quoi d'autre? C'est déjà des choses importantes. Ouais. L'intention est tellement importante dans la vie, quel que soit ce qu'on crée, tout projet, toute. Toujours. C'est la graine. Oui, c'est le chemin. Peut complètement changer l'expérience. Et puis, mais ça, là, on sort du domaine de l'herbe, c'est être vraiment attentif à ce qui se passe en toi. Est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens mieux ou est-ce que tu te sens moins bien quand tu fumes? Et être vraiment attentif. Et si jamais tu te sens moins bien, en tirer les conséquences et arrêter de fumer. Ouais, comme il disait Ramdas, que j'ai pu interviewer sur les psychédéliques, il disait When you have the message, hang up the phone. Quand tu as eu le message, juste raccroche le combiné. Quand tu l'as reçu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autres thérapies complémentaires? Tu parles de thérapie Je veux dire en psychologie, en énergétique, d'autres choses qui permettent, qui sont complémentaires justement à cette consommation, qui permettraient de... Parce que comme dans la vie, il y a un mouvement d'éveil qui se passe et je suppose, d'après ce que tu dis, que la marijuana accélère ce processus d'éveil. Donc est-ce que ça suffit à elle-même ou est-ce qu'en effet, il y a d'autres choses que tu recommandes à côté, en thérapie, Le truc fondamental, comme je disais tout à l'heure, c'est de chercher à rester au plus haut niveau vibratoire possible. Ouais. La façon dont on fait ça, c'est en étant constamment en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. If it feels good, you're on the right track. Ouais. If it doesn't feel good anymore, stop. Si tu te sens pas bien, arrête. Je parle de quoi que ce soit, en particulier des idées que tu as en tête, de ce que tu es en train de faire, mais vraiment les pensées. Je parle pas par rapport à fumer, je parle d'une façon générale, c'est Oui. faire ça à chaque instant. Et puis quand tu constates que tu t'es laissé avoir et que ton énergie est redescendue et que tu veux la faire remonter, savoir qu'on peut pas passer d'une énergie négative à une énergie positive sans des paliers intermédiaires. Et les paliers intermédiaires, c'est de penser à des choses très simples qui te font du bien, des oiseaux, ton chat, des enfants, un sourire, le soleil, tout ce qui te fait du bien. Pense à ça et déjà ça commence à te faire remonter un peu. Et de là, tu vas pouvoir remonter davantage. Ouais, le rampage. C'est-à-dire, on peut pas faire ce bond d'un seul coup. Ouais. Petit à petit, on va avoir de plus en plus des pensées de plus en plus positives et on va pouvoir construire comme ça. Je veux dire dans chaque instant. Dans chaque instant, ouais. On est bien d'accord. Ouais, j'entends bien. Et comme tu dis, faites toujours... Toi, tu as toujours suivi ton cœur, tu as toujours fait, et c'est aussi un de tes messages, de suivre cet élan du cœur. Bah oui. Au quotidien. Ça t'a fait faire des choses incroyables, Mishka, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est parce que j'ai le goût de la découverte, j'adore les commencements, j'adore les premières fois. Donc j'ai tendance à ne pas refaire, mais à aller vers quelque chose que je ne connais pas parce que ça va être nouveau et parce que ça va être une première fois. Donc évidemment, ça t'emmène sur des chemins peut-être moins fréquentés que d'autres. Tu nous parles ouvertement de ta sexualité à ton âge, là aussi. C'est osé. Mais on a des idées fausses sur l'âge. On croit que l'âge, c'est très important. En fait, ça n'a que l'importance qu'on veut bien lui accorder. Et peut-être que ça varie et que les gens sont différents. Moi, je me sens en tout cas d'une grande vitalité intérieure. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui à des âges variés. Ouais. Et voilà. Non, mais c'est étonnant de lire que cette libido est là et qu'il y a ces vagues comme ça qui t'arrivent dernièrement et qui sont là et tu nous parles ouvertement de ça et c'est bon à entendre aussi comme témoignage. Donc merci. On a des idées reçues, tellement d'idées reçues. On a besoin de savoir qu'effectivement ça existe et que c'est possible. On sent que tu t'allèges au fur et à mesure de ton histoire, que tu es quelqu'un qui a
Ouais, pas dire qui a fait le ménage, mais qui tu t'es délesté de pas mal de choses, qui fait que tu es un être qui est, on sent dans l'instant présent. Oui, je fais le ménage constamment. Constamment, encore maintenant. Il y a toujours des nouveaux niveaux à dégager. Ouais. Des fois, tu fais un super grand ménage et tu te dis, génial, j'y suis. Et enfin, il y a une époque de ma vie où je pensais que, ayant atteint ce niveau-là, j'étais tirée d'affaire une fois pour toutes. Et évidemment, ce n'est jamais le cas. Il y a toujours mais quand même, j'arrive depuis longtemps maintenant à rester à vraiment un bon niveau vibratoire tout le temps. Ouais. Ça, c'est génial. Les C'est per... gé- c'est génial parce que c'est ce qui fait aussi que tu attires des gens et des événements qui sont à ce niveau-là. Donc la vie est belle. Ouais. Et les personnes, au fur et à mesure des années aussi, là, je parle peut-être de, pas de tri, mais il y a eu aussi des changements de vie que tu as eu, tant au niveau des hommes que des collaborateurs, que de personnes qui t'entourent, petit à petit, qui sont, je dis, on a tous rencontré plus ou moins des gens toxiques dans notre vie. Oui, on a rencontré des gens toxiques, mais on a appris plus ou moins vite qu'il fallait les éviter. Oui, Ça fait très longtemps que j'ai appris qu'il fallait les éviter parce que je suis en contact avec l'intérieur et quand je suis avec quelqu'un qui fait que je me sens moins ouverte, moins bien à l'intérieur, je sais que spontanément, je vais tourner le dos à cette personne et aller ailleurs. oui, plutôt que de vouloir l'aider. Il faut s'aider soi-même, il n'y a que comme ça qu'on peut faire du bien aux autres. C'est des fausses pistes de vouloir aider les autres. Hmm. C'est vraiment là qu'il faut faire gaffe. Et il n'y a que comme ça qu'on peut aider les autres. Même en se détachant de quelqu'un qu'on aime, on sent que tu as eu des ruptures assez claires et qui étaient claires pour toi, qui étaient finalement donc elles se sont bien passées dans le coup. Je veux dire, il y a des choix difficiles qu'on a à faire dans une vie. Disons que j'ai le plaisir et la joie d'être en bon terme avec tous les hommes que j'ai aimés. Oui. Donc tout peut être dit. Tout doit, j'allais dire tout doit être dit, pas forcément, mais tout peut être dit et en tout cas ne jamais mentir. Être soi. Oui, oser être soi. Par rapport à tes enfants, ça a posé des problèmes à certaines époques, justement, de les choix que tu avais, ou au contraire, il y a eu une fluidité, puisque tout était dit. Il y a une fluidité assez relative. J'ai pas été mise en face des fameuses crises d'adolescence dont on parle parfois. Ça a été plutôt cool et c'est extra cool avec mes enfants et mes petits-enfants à l'heure actuelle. Et tout le monde est au courant. Ben, tout le monde est toujours au courant de tout. Ouais. Et donc, il n'y a pas là non plus de sujet tabou, et pas particulièrement, je veux dire, par rapport aux enfants pour qu'eux-mêmes fassent leur propre choix. Ils sont influencés dans le coup, ou au contraire, ils sont mis en garde et les deux sont expliqués. Comment? Ce qu'on a de mieux à faire vis-à-vis de ses enfants et du monde en général, mais de ses enfants en particulier, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour eux. Et il faut se souvenir que la raison pour laquelle on vient sur cette planète, c'est pour faire l'expérience de la vie sur cette planète. Et à chaque fois qu'on veut protéger nos enfants, on se met en chemin de leur expérience, en travers de leur expérience. Donc il faut arrêter de vouloir protéger nos enfants. Il faut arrêter de vouloir protéger quiconque. Et aider et protéger, oublie. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, Mishka, quand tu es face à tes peurs, justement, de protection, de vouloir, quelles que soient ces peurs-là, vers quoi tu vas? Ou qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai la chance de ne pas être confrontée à beaucoup de peurs. Tu t'es délesté de pas mal de choses. J'ai été confrontée à une peur massive au mois de février, quelque chose d'incroyable. Je me suis retrouvée couchée sur le tapis de ma chambre en tremblant comme une feuille et terrassée par la peur, par une sorte d'angoisse, quelque chose. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. C'était vraiment, ça m'a interpellée. Qui t'est comme tombé dessus? Oui, et j'ai pu identifier ce dont il s'agissait, ou plus exactement ce qui le causait. Et ce qui le causait, c'était la perspective de la publication de mon bouquin, qui devait
sortir à l'époque au mois de mars, puis avec le confinement, il est sorti en juin finalement. Cette belle couverture que je remontre. Et j'étais terrifiée, et avec l'aide de quelqu'un qui fait des canalisations, je me mets en contact avec ses guides. Il m'a été dit que c'était des peurs qui étaient provisoires, mais bref, de fil en aiguille, je suis arrivée à me rendre compte que mon père était juif. Ça, je le savais, c'est pas ça dont je me suis rendu compte. Mais je te raconte l'histoire. Je suis née en 44. Mon père était juif, ma mère l'était pas. Et donc, ma mère a été enceinte de moi. Euh, Elle m'a attendue à la fin de la guerre, mais c'était encore la guerre. C'était encore sous une fausse identité. Et toute l'anxiété qu'elle a pu me transmettre à ce moment, j'ai trouvé très par rapport à m'exposer publiquement avec ce livre. Me mettre exposé publiquement. Tu l'avais déjà fait pourtant dans le passé. Je l'avais déjà fait, mais là, ça l'a fait d'une façon nouvelle. Je ne sais pas pourquoi. D'une certaine façon, je l'avais de la main gauche, qui est le livre qui précède celui-là. C'est un peu comme une série. C'était celui-là où je m'étais donné pour but l'exercice de la mise à nu. Mais néanmoins, c'est celui-ci, La Grande Dame se dévoile, qui m'a amené cet épisode où j'étais terrassée par la panique. Et donc, je m'en suis débarrassée. Et c'était assez rigolo de voir que, alors que le monde s'apprêtait à succomber à la peur avec le Covid, je venais moi juste de régler ma grosse peur personnelle et j'étais toute tranquille et sereine et joyeuse. J'ai tendance à faire les choses toujours un petit peu en avance de pas mal de gens. Oui. Et là, c'était un cas de figure finalement. Mais est-ce que avec ton ouverture justement, tu pourrais pas non plus, tu dois recevoir aussi des messages collectifs quelque part. Donc, est-ce que tu t'es rendu compte au fur et à mesure des années ou là, en avançant dans l'âge, que tu vois que tu captes encore mieux le collectif et que ce qui t'arrivait n'était pas qu'à toi? Oui, je pense que j'ai vraiment une bonne intuition, de plus en plus une bonne intuition et je pense que j'ai tendance à... C'est pas le seul exemple, j'aurais d'autres exemples de cas où j'ai ressenti dans ma vie personnelle quelque chose qui allait devenir Ouais. général Ouais. peu de temps après. Là, tu en as eu des flashs, on va appeler ça flash dernièrement. Non, mais ce que je dirais, c'est que j'adore, par certains côtés, j'adore la période dans laquelle on est. Je trouve qu'il y a un côté exaltant dans cette période, parce que je vois tellement de gens ouvrir leur conscience. Je vois tellement de gens monter en niveau vibratoire. On en revient là. Accompagner la montée vibratoire de la Terre, on pourrait dire, que je trouve ça vraiment excitant. La mort te fait peur, Mishka? Non, pas du tout. Comment tu la vois? Comme le commencement de quelque chose d'autre, comme un retour à ce que j'étais avant de naître. Comme peut-être comme la possibilité de passer à un niveau supérieur. Vibratoire, là aussi. Vibratoire, là aussi. L'amour avec un grand A? L'amour guérit tout, l'amour peut tout, l'amour est à la base de tout, c'est le début et c'est tout. Quelque part, quand tu as l'impression et tu as eu des flashs de d'autres vies, de réincarnation, de d'autres choses dans cette vie-ci, tu as l'impression que c'est l'aboutissement d'autres choses ou que tu es encore en transition et que tu reviendras? Je vois qu'il y a des périodes qui résonnent particulièrement en moi depuis toujours, comme par exemple la période en Espagne où du 9e à la moitié du 15e siècle, on va dire, où les chrétiens, les catholiques et les juifs vivaient en bonne intelligence, ce qui ne s'est pas passé tellement souvent dans notre histoire. Et c'est une période qui résonne énormément en moi. Je pense que j'ai eu maille à partir avec l'Inquisition dans d'autres vies.
J'en ai gardé une dent sérieuse contre l'Église et le catholicisme en général. J'en suis pas tout à fait remise. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau? Vie précédente, vie antérieure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai été élevée par des parents qui étaient rationalistes, mais à fond, qui étaient agnostiques et rationalistes. Et c'est de là que je suis sortie. J'en suis sortie progressivement, petit à petit. Et j'ai mis très longtemps à accepter qu'il y a un monde invisible, qu'il y a des esprits, qu'on a des guides, qu'on peut communiquer avec eux, etc., etc., etc. Ça m'est Même arrivé. avec l'ouverture avec le cannabis? Non, je pense que c'est une lente progression et ça m'est arrivé finalement sur le tard. Pas, j'y suis arrivée. À quel âge tu as commencé à accepter ce monde invisible? Ça s'est fait très graduellement, donc c'est difficile. C'est pas comme s'il y avait eu une révolution et que d'un seul coup ça me soit arrivé. Mais là, t'es clair sur le fait qu'il existe un monde invisible. Ça fait longtemps que je suis claire maintenant sur le fait qu'il existe. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, je me, je me lance moi-même ou je suis ouverte à me lancer moi-même dans l'expérimentation en direct de ce monde. En canalisant? Je sais pas encore comment. Je commence un peu à avoir envie de taper du tambour, bien que j'ai jamais réussi à faire un voyage chamanique. Mishka chaman, c'est magnifique. Mon truc finalement, c'est les mots, c'est écrire. C'est comme ça que je transmets. C'est vraiment trop important pour moi. Ça, c'est vraiment le sujet. Les mots et en particulier le mot écrit. Ouais. Et tu le fais merveilleusement bien dans ce livre, très bien écrit. Super, merci. Donc là, tu es en train d'écrire un prochain livre. Quelle est ta perspective? Comment tu imagines? Pour moi, c'est clair qu'il y a une suite à ce livre. Ouais. Comme je disais, il y avait de la main gauche, il y a celui-ci et il y en a un autre qui n'est pas encore écrit, pour lequel je commence à prendre des petites notes. Il vient te chercher, les livres viennent te chercher, viennent faire toc toc. On est prêt à être écrit ou... Il y a des morceaux de phrases qui t'arrivent dans la tête, des phrases entières qui t'arrivent toutes seules et parfois tu sais que c'est ça et tu les notes et petit à petit, t'es parti. D'un autre côté, quand j'entre en écriture, comme j'appelle ça, quand je commence à écrire un livre perso, je suis tellement motivée, tellement obs obsessionnelle, on pourrait dire, je deviens obsessionnelle sur le sujet, que je suis contente qu'il y ait un peu d'espace entre les moments où je suis en écriture. Parce que si j'entre en écriture sur le prochain bouquin, j'en ai pour au moins un an. Ouais, c'est Je prenant. là, je vais être complètement focusée là-dessus. Tu fumes un petit joint de Mishka ou dans la pipe, tu mets un petit peu d'herbe avant de démarrer l'écriture? J'aime bien faire ça de temps en temps, j'aime bien le faire même assez souvent, sachant que c'est important aussi de passer sur le même texte à jeun, si je puis dire, Oui, pour avoir les deux angles. oui. Tu sens des fois que c'est pas tes mots, que tu as entendu clairement une voix différente de la tienne à travers ta main. Non, c'est mes mots, mais il m'arrive, je sais pas d'où ils m'arrivent, mais ils m'arrivent de quelque part. Ils arrivent. Hmm. Les mots qui sont écrits par vos auteurs de chez Mama Édition sont très puissants aussi. On sent qu'il y a un tournant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de là où vous en êtes chez Mama Édition? Je veux dire, on sent qu'il y a une ouverture aussi dans le type d'auteur. On a de belles âmes qui nous proposent des manuscrits de plus en plus. C'est ça qui est génial. Je pense qu'avec, ça fait 20 ans qu'on existe quand même. Oui. Donc avec les bouquins qu'on a publiés, on attire à nous maintenant des gens qui sont super. Oui, et puis de plus en plus ouvert au-delà de juste la thématique sur laquelle vous aviez démarré. Je suis en train de demander sur quelle thématique on a démarré. On a démarré avec un désir de publier nos propres livres.
et publier nos propres livres tels que nous sommes nous. Donc l'ouverture de conscience était présente. Oui. Ça a été le sujet dès le début. Oui. Donc le chamanisme, donc le channeling. Je viens de mettre la dernière main à mon travail sur la traduction du dernier livre de Seth. Waouh! Et qui décoiffe. Ça m'étonne pas. Il a des positions parfois très inattendues. Par exemple, une d'elles, c'est que il faut absolument que nous devenions tous bisexuels. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Et l'idée, c'est que on a une vision stéréotypée de ce que c'est que d'être homme ou femme. Et donc, si on est homme, on supprime toutes les tendances féminines, dites féminines, supposées féminines, et vice-versa. Donc, si on veut avoir accès à notre plein potentiel, sans se limiter, on a besoin d'être bisexuel. Quelque chose que tu as considéré, on te sent très tourné vers les hommes. Oui, spontanément, je suis très tournée vers les hommes, mais je veux dire, ça m'a interpellée de plonger dans ce texte. Ouais, ouais, merveilleux. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, à dire par rapport à cette interview, par rapport au temps dans lesquels nous sommes actuellement, ou un message que tu as envie de faire passer, sachant que ces interviews vont aux quatre coins du monde, donc c'est toujours intéressant de pouvoir dire des choses qui ont un impact et qui vont permettre à d'autres personnes ensuite d'agir ou de faire des choses qui vont... Je pense que la Terre a avant tout besoin de se guérir de la peur. C'est surtout ça le truc, se guérir de la peur. Il y a une notion qui me parle, qui est que la Terre est en quarantaine. La planète Terre est en quarantaine parce qu'il y règne la peur et que la peur c'est contagieux et qu'on ne peut pas laisser cette maladie s'enfuir partout dans le reste de l'univers. Et donc, la Terre est en quarantaine et elle le sera tant qu'on n'aura pas guéri la peur. Et c'est ça notre tâche première, c'est de guérir la peur. Et donc, c'est guérir la peur en soi, parce que c'est la seule peur qu'on puisse guérir. Donc, à tout un chacun, occupons-nous de nos peurs. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour la planète. Merci Mishka. Merci pour ce délicieux moment avec toi. Merci d'être là, présente, rayonnante, et de t'être aussi bien dévoilée dans ce livre. Bravo pour le courage. Je sais que c'est pas un mot, d'après ce que j'ai compris en lisant ce livre, que tu apprécies le courage, mais que tu oses maintenant utiliser. Merci pour le courage que ça demande d'écrire un tel livre, cela dit. Pour moi, c'est le mot, mais... Merci à toi de nous amener de la lumière par des gens géniaux que tu fais venir à toi. Merci, je t'embrasse très fort, j'embrasse Tigrane aussi par la même occasion, et à tous les merveilleux co-créateurs. S'il vous plaît, partagez cette interview, elle pourrait être très très utile à pas mal de personnes. Merci beaucoup Mishka, on t'embrasse très fort. Bye bye. Bisous bisous.